Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Web TV indépendante Le Média. Nous sommes le 5 février 2020 et vous regardez le 26e épisode de Marche aux grèves, notre émission reconductible consacrée au mouvement social en cours, un mouvement social qui continue même s'il est moins présent dans les médias dominants. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Marche en grève n'est pas en direct. Nous enregistrons ce mercredi après-midi une émission qui a vocation à être diffusée dans la soirée. À mes côtés, Christophe Farinet, de la CGT FTDNEEA, ce qui signifie filière, traitement des déchets, nettoiement, eau, égout, assainissement. En gros, c'est une branche syndicale dont les adhérents sont surtout les éboueurs et les égoutiers. Est-ce que c'est ça ? Alors, c'est ça, mais je vais compléter. Donc, la CGT FTDN2EA, ce sont les éboueurs, les égoutiers, les conducteurs, les adjoints techniques, et leurs encadrants. Et dans les encadrants, il y a les techniciens des services opérationnels du nettoiement, les techniciens des services opérationnels de l'assainissement et les personnels de maîtrise. Alors Christophe, on a un petit rituel dans cette émission, dans Marche aux grèves, on vote pour ou contre le tutoiement en plateau. Pour ma part, je vote pour. Pour pareil. Ok, alors Christophe, nous avons tenu à t'interviewer parce que nous n'avons jamais eu sur ce plateau un représentant des égoutiers ou des éboueurs que nous voyons pourtant dans les manifs, ils sont très en pointe. Et pourtant, la grève des éboueurs, malgré des efforts d'invisibilisation, elle se voit en plein cœur de Paris, comme le montre cette compilation de tweets que vous voyez en ce moment. Ils sont postés dans le cadre du Poubelle Challenge qui veut rendre visible l'impact de la grève de la filière déchets, même s'il est moins frappant à première vue que la grève dans le secteur des transports. On peut regarder ces tweets. Avant toute chose, j'aimerais que tu nous expliques un peu les raisons de votre colère. Quels sont les métiers qui sont en grève dans votre branche et pourquoi ? D'accord. Alors, dans notre filière des traitements des déchets, ce sont toutes nos professions qui sont en grève. Nous combattons le projet de réforme des retraites pour plusieurs raisons. Les égoutiers, ce sont des personnels qui ont une espérance de vie de 17 ans de moins que la moyenne nationale. Les éboueurs, ce sont des personnels qui ont une espérance de vie de 7 ans de moins que la moyenne nationale. Et donc, dans ce projet de réforme, sont attaqués ce qu'on appelle la catégorie insalubre. C'est le droit de partir à la retraite à 52 ans pour les égoutiers. Et la catégorie active, c'est le droit de partir à 57 ans pour les éboueurs et pour les conducteurs. Pour les autres personnels, l'attaque, c'est de passer de 62 ans à 64 ans par l'intermédiaire de ce qu'ils ont appelé l'âge pivot. Et donc, nous revendiquons bien évidemment de continuer à garder ces catégories actives et insalubres, le départ à la retraite à 62 ans à taux plein, mais la CGT revendique le retour de la retraite à 50 ans pour les égoutiers, à 55 ans pour les éboueurs et les conducteurs, et à 60 ans pour tous. Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont été engagées avec vos employeurs, notamment pour ce qui vous concerne la ville de Paris ? Alors, pour ce qui concerne la ville de Paris, il faut savoir que nous sommes donc entrés en lutte depuis le 5 décembre et que la maire de Paris a tout fait, a mis tous les moyens nécessaires pour étouffer notre lutte. Elle a communiqué envers ses administrés en expliquant que ces personnels n'étaient pas en grève, mais qu'ils étaient pris en otage par les cheminots et par les grévistes de la RATP. Elle a eu toute une communication comme ça extrêmement, comment on peut dire, bafouante pour nous, sachant que nous avons été en grève dès le départ et que depuis le 13 décembre, notre direction refuse de nous donner les chiffres de grévistes. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez votre propre comptabilité ? Alors, nous avons notre propre comptabilité. Nous savons aujourd'hui que nous avons un tapis d'égoutiers et d'éboueurs et des différents personnels d'au moins 500 personnels en grève par jour. 500 sur combien ? On est à peu près 7 000, 8 000 dans notre service à la DPE.
On sait que sur les jours de manifestation nationale, ce tapis, bien évidemment, augmente. Et donc l'invisibilité qu'elle a tenu à marquer pendant le mois de décembre, aujourd'hui, elle ne peut plus le marquer. Elle ne peut plus le marquer parce que les effets sont visibles sur le terrain. Mais ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps puisque depuis janvier, donc le 14 janvier, donc nous avons occupé la Tirue à Ivry. Et depuis ce C'est quoi une Tirue ? Une Tirue, c'est un centre d'incinération où l'on brûle les déchets qui sont collectés. Et depuis la prise donc, de cette Tirue le 14 janvier, donc, les Tirues parisiennes, les 3 Tirues parisiennes se sont mis en grève. Et la conjugaison de la grève des Tirues et de celle des éboueurs et des égoutiers font qu'aujourd'hui, les ordures ménagères ne peuvent plus être ramassées, ils ne peuvent plus être brûlés. Et donc, ils sont enfouis de manière comme ils le peuvent avec les moyens qui leur restent, mais ça commence réellement à être un problème pour eux. On nous a parlé de réquisition d'un certain nombre d'agents par la préfecture. Oui. Donc ça, la maire de Paris, donc, avec le préfet allemand, ont décidé de réquisitionner les personnels de Tirue pour faire redémarrer les fours et pouvoir ainsi reprendre le fait de brûler les ordures ménagères. Mais il faut savoir que même en ayant fait ça, cela ne relance pas la machine. Et pourquoi ? Parce que ils vont être en capacité de récupérer à peu près à hauteur de 30% l'évacuation des déchets, mais ils ne pourront pas récupérer à 100%. Est-ce qu'il y a de la répression ? Est-ce que votre mouvement est réprimé d'une manière ou d'une autre ? Alors, notre mouvement est réprimé tous les jours depuis le 5 décembre, c'est-à-dire que la maire de Paris réquisitionne les forces de l'ordre, Anne Hidalgo réquisitionne les forces de l'ordre pour faire dégager les grévistes des piquets de grève devant les garages. Ça s'est accentué ces derniers jours puisque ce matin même, nous avons un camarade qui s'est fait tabasser par les forces de l'ordre sur un garage à Romainville. Et donc, nous subissons cette violence policière au quotidien. Cette violence, elle n'a pas commencé avec le mouvement du 5 décembre. Il faut savoir qu'on a 2 camarades conducteurs qui, le 25 mai 2018, lors d'une action CGT-FTDN2EA interprofessionnelle avec la CGT des cheminots et avec la CGT de l'énergie, 2 conducteurs de benne qui ont voulu aller vider une benne devant le siège de La République En Marche dans Paris ont été licenciés par la maire de Paris suite à cette action. Donc la répression policière, on la vit depuis un bout de temps. La répression de la maire de Paris, on l'a subie depuis un bout de temps. Et nous revendiquons le retrait de la réforme du projet de réforme des retraites et nous revendiquons la réintégration de nos 2 camarades Jean-Jacques Picot et Christian Garnier à la ville de Paris. Alors, la maire de Paris ne donne pas l'impression d'avoir cette rigidité et cette dureté vis-à-vis du mouvement social. Elle est soutenue d'ailleurs par le Parti communiste français, par d'autres partis de ce qu'on appelait jadis la gauche plurielle. On est un peu étonné que cette attitude ne soit pas plus publique, en fait, ne soit pas plus ébruitée. Absolument. Alors, la maire de Paris, jusqu'à présent, a refusé de se prononcer sur le projet de réforme des retraites. J'entendais ce matin sur France Info Madame Simonet, justement, lui demander de se positionner. Madame Simonet, qui est conseillère de Paris, dans le 20e arrondissement, France Insoumise. Absolument. Donc la maire de Paris ne se positionne pas sur le projet de réforme des retraites. Elle a pour coutume de dire que le service public, c'est la richesse du pauvre. Elle devrait se prononcer. Elle a des personnels qui ont une pénibilité qui est énorme. Les éboueurs, les égoutiers, les conducteurs ont une pénibilité qui est avérée, qui est reconnue. Elle est en mesure de se prononcer contre ce projet de réforme. Alors, il y a aussi la question du privé, c'est-à-dire qu'une partie des éboueurs, enfin, de ce service public de la propreté est sous-traité à des entreprises privées. On a notamment entendu parler du cas d'Adama Cissé, un éboueur de chez Richebourg, licencié pour avoir été filmé alors qu'il faisait sa pause. Est-ce que la conjugaison, en fait, d'agents qui sont dans le domaine public, d'agents de la mairie de Paris, de la ville de Paris, et d'agents d'entreprises privées qui travaillent pour la mairie de Paris, est-ce que ça complique les choses en termes de mobilisation pour vous ?
Alors oui, ça complique. Donc il faut savoir comment est organisé Paris. Donc Paris est organisé, il y a 2 systèmes de collecte. Donc il y a la partie régie sur 10 arrondissements et il y a la partie privée sur le reste. Donc nous avons des camarades évidemment à la CGT dans les entreprises privées qui se sont mis en lutte aussi depuis le 5 décembre puisqu'ils sont concernés eux aussi dans le domaine privé par la réforme des retraites. Et systématiquement, les entreprises privées font appel à des intérimaires pour casser ce mouvement. Alors, ces entreprises privées ont le droit d'utiliser des intérimaires. Peut-être que ce droit, la mairie de Paris directement ne l'a pas? Alors, la mairie de Paris ne l'a pas pour les personnels publics, mais en revanche, la maire de Paris est donneur d'ordre sur les entreprises privées. Donc, lorsqu'elle fait en sorte que les collectes soient assurées par des intérimaires, elle y contribue. Ok. Avez-vous l'impression d'être soutenu par l'opinion publique? Parce qu'on voit dans les médias, on commence à voir des reportages dans les médias dominants sur la grève des éboueurs, mais on entend surtout des consommateurs, des usagers qui se plaignent de l'insalubrité. Dans vos échanges, dans vos interactions avec les usagers, avec les Parisiens, est-ce que vous sentez du soutien? Alors oui, tout d'abord, le soutien des usagers envers les métiers d'ébores et d'égoutiers, il est constant. On le vit, nous, tous les jours. Il est d'autant plus important que là, les gens se rendent compte, dans un moment de grève où les poubelles ne sont plus ramassées, que l'insalubrité, c'est quelque chose de sérieux. C'est d'ailleurs pourquoi nous, à la ville de Paris, la CGT FTD-N2A, on demande la remunicipalisation de tous les arrondissements. Parce que la question de l'insalubrité, ça ne peut pas être une question qui doit être dans le domaine privé. Ça doit être une question qui doit être réglée dans le domaine public. Donc vous voulez que les arrondissements où en fait des entreprises privées ont des conventions avec la mairie de Paris soient gérées directement par la mairie de Paris? Absolument, c'est notre revendication, on la porte depuis des années et nous pensons et nous démontrons aujourd'hui à travers ce qui se passe dans les rues de Paris que la question de l'insalubrité, ça ne peut pas être mis dans les mains du capital, ça ne peut pas être mis dans les mains des entreprises privées. Mais pourquoi? Parce que la question de l'insalubrité, c'est quelque chose qui doit être financé à hauteur de ce que ça génère. On ne peut pas se permettre d'avoir justement au quotidien des rues qui seraient mal collectées, qui seraient mal entretenues, parce que ce sont dans les mains d'entreprises privées qui vont calculer évidemment un profit et qui ne vont pas forcément calculer l'impact de l'insalubrité. Alors on peut vous accuser d'exposer Paris aux maladies, aux épidémies, etc., notamment qu'il y a une sorte de psychose autour du coronavirus. Absolument. Alors oui, on pourrait nous accuser de ça, mais la première responsabilité, déjà, elle revient à ce gouvernement qui insiste quand même depuis un certain temps à ne pas revenir en arrière sur cette réforme des retraites qui, je le rappelle quand même, disait qu'elle était juste et simple, et on se rend compte avec le temps qu'elle est compliquée et tordue. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont des éléments dans les mains. Il suffit de maintenir les catégories actives et les catégories insalubres, c'est-à-dire le départ à la retraite pour les égoutiers à 52 ans, le départ à la retraite pour les éboueurs et les conducteurs à 57 ans, et le départ à la retraite à 62 ans pour les autres personnels. Comment vous jugez le traitement de votre grève, de votre mouvement par les médias ? Alors, par les médias dominants, donc c'est vrai que depuis le 5 décembre, on n'a pas parlé de nous alors que nous étions en action, puisque l'idée des médias dominants avec le gouvernement, c'était de mettre la pression sur les conducteurs cheminots et les personnels de la RATP en disant que c'était eux qui étaient en grève. On a parlé aussi un petit peu des enseignants. Mais voilà, ils ont essayé de mettre l'accent sur ces catégories professionnelles pour essayer de retourner l'opinion publique. Aujourd'hui, comme les transports, on va dire, ont repris partiellement et que les éboueurs et les égoutiers sont en grève avec les personnels des centres d'incinération et que les poubelles se voient, ils essayent aujourd'hui de retourner l'opinion publique avec les poubelles dans les rues. Cela ne fonctionne pas. Il faut rappeler que 61% ou 62% des Français, je ne me souviens pas, soutiennent cette grève et demandent le retrait de la réforme au gouvernement. Avez-vous, en tant qu'éboueur, égoutier et autres professions du nettoyage, un message pour Emmanuel Macron ?
Oui, alors le message que nous lui disons, c'est qu'il faut qu'il retire cette réforme, qu'il retire pure et simplement cette réforme, qu'il faut écouter les propositions des organisations syndicales et notamment de la CGT qui représente les personnels en grève depuis le départ. Et il faut que dans ce pays, on arrête de vouloir détruire les services publics, mettre tout dans les mains des entreprises privées et du capital. Et il faut retrouver un petit peu d'humanité dans cette société. Merci d'être passé aux médias, Christophe. Marche ou grève continue. Bientôt, Irving sera sur le plateau pour nous parler de la grève dans un secteur historiquement peu politisé, celui de l'informatique et des informaticiens. Mais avant ça, regardons ce reportage sur la mobilisation d'autres professions qui n'ont pas l'habitude de battre le pavé, les médecins et paramédicaux exerçant en libéral. Avant-hier, le 3 février, ils étaient dans la rue, aux côtés des avocats notamment, mais de manière encore très timide. Regardons le reportage de Xavier Pardessus, monté par Camille Chastrus. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas du tout une représentation suffisante de l'ordre des médecins. Je regrette beaucoup que MG France, le syndicat, ne soit pas visible du tout, qui a priori ne bouge pas. Moi, personnellement, en tant que mère de famille, j'ai énormément travaillé tout en étant médecin libéral, mixte, hospitalière et libéral. Et c'est vrai que je ne trouve pas juste qu'on veuille me supprimer les 8 trimestres que j'ai pour mes enfants. J'ai 3 enfants, donc ça fait 2 années de retraite plus tôt, logiquement. Je trouve, entre autres, très regrettable justement que les syndicats médicaux, la plupart sont très peu représentés aujourd'hui et ne participent pas a priori à cette lutte, en tout cas au niveau de la grève des hospitaliers, au niveau des démissions des chefs de service. Je salue le courage qu'ils ont eu parce que c'est évident qu'actuellement le système de santé au niveau du soin en urgence est en danger. Nous, médecins ophtalmologistes libéraux, on a beaucoup de mal à faire soigner tout ce qui est neuropathologique. On ne sait pas où adresser nos patients. Et la grève, de toute manière, elle aura lieu à un moment donné parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Avec nous, confrères. Moi, si en tant que médecin je suis là, c'est surtout par solidarité avec mes collègues paramédicaux. Si vous leur donnez de l'argent par subvention d'un côté, mais que vous leur augmentez leur cotisation de l'autre, c'est complètement absurde. Et le gouvernement n'a pas du tout pensé ces choses-là pour les médecins, les paramédicaux, c'est évident. Donc il faut se mobiliser, se battre. Les avocats en sont conscients, une partie de la profession médicale en est consciente aussi. C'est difficile parce que chez les libéraux, on est de bords politiques différents. On est peu éveillé parfois aux questions politiques, sauf certains. Et chez les paramédicaux, c'est pareil. C'est difficile de bouger les libéraux, on part en retard, mais indéniablement, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que le gouvernement ferait bien d'écouter un petit peu cette voix de la colère, parce que quand les couches différentes, multiples de la société se retrouvent d'accord, malgré leurs divergences, contre un projet, il faut se rendre compte que la convergence des luttes peut survenir, et donc nous nous battons ensemble. Et je pense que nous sommes en train de nous rendre compte que nous pouvons nous battre ensemble pour faire plier ce gouvernement. On n'est pas seul, au contraire. Au début, il y a eu les Gilets jaunes qui étaient une première manifestation sociale. Et depuis, tous les corps de profession libérale se sont unis. On n'est pas du tout seul, bien au contraire. Et on a aussi les médecins hospitaliers, dont je fais partie, qui sont en manifestation, en contestation. Et on n'est absolument pas isolé, bien au contraire, on est dans le mouvement social. Ce que je voudrais dire au gouvernement, c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'on est au maximum de nos capacités, qu'on est en situation d'épuisement et qu'on a besoin d'un moratoire de se poser et qui ne peut pas passer en force. On a déjà eu la violence de la loi de santé 2016 de Marisol Touraine. Ils ne peuvent pas recommencer avec la retraite. Là, ça serait le coup de massue. On a besoin d'une pause et de retrouver la confiance et de discuter. Donc un moratoire par rapport à la réforme des retraites. Retour sur le plateau, comme promis avec Irving. Irving, tu t'es mêlé ces derniers jours, ces dernières semaines d'ailleurs, aux informaticiens en colère. Et oui, Théophile, je me suis rendu au congrès de Solidaire pour y rencontrer des travailleurs dans l'informatique en grève. Un secteur qui, comme tu l'as souligné en début d'émission, est peu habitué à la lutte.
Pourtant, ils sont dans le mouvement depuis le début. On les écoute. Je suis en grève depuis le 5 décembre, donc depuis le début du mouvement social, puisque les retraites nous concernent tous. Dans nos métiers, l'informatique c'est quand même un métier dans lequel c'est pas, on va dire, il n'y a pas une culture de la grève, hein, pour faire vite, comme dans le rail, comme ici. Donc généralement, on se mobilise sur les temps forts. La dernière fois, on s'est mobilisé depuis le 5 sur la question justement de la réforme des retraites, parce que ça touche beaucoup l'informatique, principalement parce qu'on est dans le privé, et dans le privé, on a des carrières souvent interrompues et souvent coupées. Pour ces travailleurs qui évoluent dans un milieu où il y a beaucoup de jeunisme, c'est-à-dire qu'après 40 ans, il devient très difficile d'avoir un emploi, eh bien la réforme des retraites aurait de réelles répercussions sur leur pension future. L'informatique, c'est un peu vu comme le domaine d'avenir. C'est surtout un milieu très jeune. Donc la moyenne d'âge se situe aux alentours de la trentaine. Donc pour nous, on va être durement impacté par cette réforme, déjà. Et puis surtout, l'informatique, c'est un domaine où il y a beaucoup de carrières incomplètes. Parce que forcément, vu qu'on a beaucoup de jeunisme, à partir de 40-50 ans, ça devient de plus en plus difficile de trouver un emploi. Donc des carrières complètes en informatique, et ça se verra à l'avenir, ça va être très difficile. Donc on va être durement impacté. Ça veut dire qu'on va déjà, moi qui ai commencé après mes études, je vais devoir, avec le système actuel, travailler jusqu'à 67 ans. Là, on ne sait plus jusqu'à quand. Et je ne sais pas si j'aurai une retraite complète. Nous, elles vont l'impacter pour plusieurs raisons. Déjà, vu qu'on est une population jeune, ça veut dire qu'on ne va pas avoir les mêmes acquis sociaux de nos parents s'il n'y a pas de mobilisation, déjà d'une. De deux, elle va nous impacter principalement parce qu'on est dans le privé. Le calcul des indemnités dans le privé se fait actuellement sur les 25 meilleures années. Et là, du coup, on passe à un calcul sur toutes les années. Il faut savoir que le salaire du privé, généralement, il commence à être important sur la fin de carrière. Et donc ici, on va être calculé sur les carrières de merde. Globalement, quand tu es stagiaire, quand tu as ton boulot d'entrée, en fait. Et donc on calcule dès le départ, en fait, les pensions de retraite. Donc ça veut dire une perte de retraite, je crois que pour nous, c'est à peu près dans les 20 à 30%. Ce problème de baisse de pension pourrait davantage peser sur les femmes. Oui, évidemment, parce que, un peu comme partout ailleurs, les inégalités de salaire sont très conséquentes. Il y a une inégalité de fait, en fait, sur la question des salaires et aussi sur la question des postes. On va réserver certains postes aux hommes et certains postes aux femmes. Les postes de direction, bien sûr, sont majoritairement faits par les hommes. Et même dans les postes de direction, on a souvent 30 à 40% de différence de salaire. Il faut savoir en plus que les métiers de l'informatique sont pour une grande partie externalisés et sous-traités. C'est-à-dire qu'ils sont confiés à des sociétés de services. Les emplois sont donc souvent instables et très précaires. Les carrières sont hachées et courtes. Du coup, la société de service, qu'est-ce que c'est et en quoi la mobilisation sur la question des retraites et la grève, elle est différente dans les sociétés de service. Les sociétés de service, elles ont été mises en place historiquement pour deux raisons. Il y a eu une mise en place du lean management dans l'informatique. On avait par exemple des endroits dans lesquels la SNCF, l'énergie par exemple, dans lesquels il y avait des grandes quantités de travailleurs syndiqués. Et souvent syndiqués à la CGT, pour faire très vite. Et tous ces salariés, ils étaient syndiqués pour la plupart. Et du coup, quand on a voulu mettre en place la question de l'informatique, on a dit non mais c'est pas notre cœur de compétence, l'informatique on connaît pas trop, c'est compliqué, nanana. Du coup, on va externaliser ça. En externalisant ça, il y a eu des entreprises qui ont foncé sur le marché de niche et qui ont fait en fait une forme d'intérim de l'informatique. C'est-à-dire que moi, mon entreprise, c'est Solutech, mais dans les faits, mon donneur d'ordre, ça va être par exemple Enedis. Voilà. Et donc je vais avoir ce qu'on appelle un client, mais en fait un deuxième patron, mais qui n'est pas mon vrai patron, et qui va me donner des ordres. Comme vous venez de l'entendre, les enjeux sont multiples pour les travailleurs de l'informatique. D'autant plus que la syndicalisation, comme on va l'entendre bientôt, ne va pas de soi dans ce secteur. Et du coup on casse dans les faits finalement le statut et la syndicalisation dans ces secteurs. Donc nous, tout l'enjeu, c'est qu'on va être sur des plateaux, des open space, dans lesquels on va être par exemple la seule personne de Solutech, ou 2 personnes ou 3 personnes, et après ça va être une vingtaine ou une trentaine de sociétés de services différentes. Donc dans une démarche classique de grève, il faut être 2 pour faire grève, et il faut donner les revendications à l'employeur, mais de la même entreprise. Donc il faut attendre des grèves importantes pour pouvoir faire grève. Et toute la sociabilité qu'on a avec les collègues, elle est basée sur une chose, elle est basée sur on va dire un sentiment d'appartenance à la même classe, mais un sentiment aussi de dire bah, on est resté faire les heures supplémentaires la dernière fois ensemble, etc.
Et donc quand on veut faire grève, il faut qu'on fasse grève dans notre entreprise, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans d'autres sociétés, qui sont par exemple à Enedis, qui sont à EDF. Et le tout, il va falloir aussi mobiliser des collègues qui ne sont pas notre entreprise, mais qui sont quand même sur notre plateau. Donc on a un double enjeu. Justement, tu m'as parlé, avant qu'on enregistre, du double enjeu de cette syndicalisation, Irving. Eh bien oui, on va conclure sur ces mots, parce que comme nous l'a dit notre jeune syndicaliste, la syndicalisation comporte en effet un double enjeu, Théophile. Parce que du coup, entre le patron de la société de service et le patron chez qui on est en mission, eh bien, il se joue une double répression patronale, une double exploitation et une double précarisation de l'emploi. Merci Irving. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce marche ou grève. Nous continuons d'être sur le terrain pour témoigner de cette mobilisation, de cette période singulière que nous vivons et de cette colère qui n'est pas retombée. Tout cela, ça nous coûte et c'est pour cela que nous vous sollicitons régulièrement pour nous faire des dons ponctuels ou mensualisés, comme vous pouvez, pour devenir sociaux aussi et participer à la construction d'un grand média, 0% patronal et 0% gouvernemental, mais 100% populaire. À bientôt.